il faut lire ce que dit Witkoff, toujours dans cette interview. Je pense que la question la plus importante dans ce conflit est celle des 4 régions. Lisons la déclaration de verbatim, parce qu'il est en soi très révélateur. Alors il dit, je pense que la question la plus importante, c'est la question le Donbass, la Crimée, puis là il se dit, merde, il y en a 2 autres, et ils s'en fichent visiblement, mais il dit, et les 2 autres, hein, elles sont russophones et ont fait l'objet de référendums, donc il lance tout à fait dans la position du Kremlin, en gros, au cours desquels l'écrasante majorité de la population a indiqué souhaiter être soumise à la domination russe. Je pense que c'est la question clé du conflit. Donc en réalité, la question territoriale qui devrait être évidemment à la fin éventuellement du UA, elle est déjà réglée au début. C'est quand même scandaleux pour nous de voir tout cela de la part des représentants des États-Unis qu'on considérait nos alliés et maintenant ils ne se comportent pas du tout comme des alliés. Et bien sûr, les référendums, on a l'impression que par ces mots, ils essayent vraiment de légaliser aussi le référendum, même qui a eu lieu en Crimée, ce qui n'était pas vraiment un vrai référendum. Moi, j'avais mes proches en Crimée à cette époque-là, en 2014, et je me rappelle bien qu'il y avait juste une seule question avec une seule réponse. Donc, ce n'était pas un vrai référendum. Et qu'est-ce qu'il se passe actuellement sur ces territoires occupés? Il y a un nouvel ordre de Vladimir Poutine de faire la passeportisation jusqu'au 10 septembre. Donc ils essayent de russifier les Ukrainiens par force. Dites-nous à quel point ça a changé. Avant que l'émission commence, on échangeait sur les langues. Vous nous disiez, Marianne, que vous avez commencé par être russophone. Votre langue maternelle, c'est le russe, n'est-ce pas? Comme beaucoup de gens de ces régions-là. Mes parents parlaient russe en famille parce que c'était l'Union soviétique à l'époque quand ils faisaient leurs études, etc. Donc en famille, on parlait russe à l'époque. Après, mes grands-parents parlaient l'ukrainien, par exemple, parce qu'ils venaient aussi du côté de l'Ouest. Donc quand même, j'avais cette double culture et je ne ressentais jamais être poursuivie par le fait que j'utilisais le russe. Après, à l'école, on parlait l'ukrainien, donc c'est déjà à l'époque de l'ukrainien. Et le président Zelensky, pareil. Le président Zelensky lui-même est tout à fait russophone au départ. Il parlait très mal ukrainien, si ma mémoire est bonne. Il l'a appris, voilà. Mais ce grand mouvement vers l'Ouest, en réalité, il est en cours. Comment les Russes et les Américains peuvent-ils imaginer que ça s'arrêtera? En l'occurrence, vous voulez dire le mouvement de la Russie de Poutine vers l'Ouest? Le fait que l'Ukraine, elle est ancrée à l'Ouest maintenant, elle est indépendante, elle est souveraine, je veux dire, à la fin, de toute façon, elle ne pourra pas revenir. Ça, là-dessus, si vous voulez, alors, je pense qu'il faut lire Surkov, entre guillemets, le fameux l'ancienne éminence grise qui perçoit cela comme étant un mensonge, une construction médiatique fomentée par un Occident qui serait manipulé par, pas l'actuel, mais l'ancien pouvoir à Washington, et que c'est un simple accident de l'histoire, et qu'il y aura très bientôt un retour. Il développe une espèce de vision civilisationnelle qu'il appelle, non pas l'Occident global, mais le Grand Nord, qui verrait la réunion à la fois de l'Europe, de la Russie, sous une espèce de parapluie, encore une fois, une espèce de construction ethno-chrétienne, une vision assez étrange, donc qui fait, pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas de mouvement vers l'Ouest. Il y a simplement un accident de l'histoire qui ne demande qu'à être corrigé par la Grande Russie. À l'arrivée, est-ce qu'on est quand même dans une logique où ces territoires vont rester, pas en droit, mais de fait, dominés par la Russie? Est-ce que c'est ça qui est en train de s'écrire? Les territoires qui sont actuellement occupés par les troupes russes, tant qu'il y aura des troupes russes sur ces territoires, resteront russes. Voilà, et à moins de les déloger un jour, ça restera occupé par les Russes. La question qui se pose maintenant, et qui sera certainement effectivement le cœur des négociations, et ce qui risque de les faire durer quand même très longtemps, c'est que les Russes disent nous, ça ne nous suffit pas, et nous voulons la frontière bleue. Si on peut un peu vous provoquer, est-ce qu'au fond, alors évidemment, tout le monde tombe sur Witkoff en l'occurrence en disant et puis c'est le narratif russe, etc. Mais le résultat, est-ce qu'il sera si différent du point de vue des Européens? J'entends aucun Européen dire on va récupérer ces territoires par la force pour l'instant. Donc en réalité, le résultat, c'est quand même le même. C'est-à-dire, c'est exprimé de manière beaucoup plus noble. Et d'ailleurs, en termes de droit, l'Europe rappelle le droit. Mais le résultat immédiat, ce sera ça. Malheureusement... Manque de courage, comme d'habitude. Moi, je considère que Trump est un moment de clarification par rapport à toutes les ambiguïtés de la précédente administration, à savoir celle de Biden. C'est-à-dire que nous arrivons à une sorte, et vous pointez très bien du doigt, de fait accompli, qui est le résultat, d'abord depuis 2014 et ensuite de manière plus prononcée à partir de 2022, d'une politique qui consistait à
soutenir l'Ukraine pour qu'elle ne s'effondre pas, mais tout en s'assurant que la Russie ne soit pas défaite. Et donc on en arrive à un espèce de statu quo sous forme de guerre attritionnaire, savamment entretenue, avec une Russie qui perd des quantités pharaoniques d'êtres humains, une Ukraine pareillement martyrisée, et une des lignes qu'on a beaucoup commenté ici, une grande ligne sur quoi 1300 km, mais qui bouge mais à une lenteur, qui fait qu'elle ne bouge quasiment pas. Effectivement, c'est peut-être pas un hasard s'il y a eu si Surkov, donc l'ancienne éminence grise de Vladimir Poutine, qui a parlé dans l'Express, a parlé maintenant. C'est justement pour rappeler, alors qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il y a ce contexte des négociations, et c'est parce qu'il veut évidemment rappeler ce qu'on voit sur cette carte, enfin ce que les Russes veulent voir sur cette carte, c'est-à-dire que l'influence russe continue jusque sur ces territoires-là. Et Marianne a eu raison de rappeler ce décret de Vladimir Poutine qui arrive maintenant, ça n'est pas un hasard non plus, qui oblige les Ukrainiens qui vivent encore sur ces territoires ukrainiens occupés par l'armée russe à changer de passeport, c'est-à-dire accepter le passeport russe ou à partir. C'est devenu une obligation. Le thème pacifiste, on va sauver des vies. Les Américains soutiennent ça en donnant même de nouveau là le beau rôle à Vladimir Poutine. Le même Witkov qui dit, en tout cas dans la région de Koursk, et cette fois on est dans la Fédération de Russie, Poutine vraiment voulait arrêter de tuer les gens. C'est l'argument que donne l'Américain. Poutine m'a demandé lors de notre réunion « Qu'est-ce que je fais des soldats ukrainiens qui ne veulent pas se rendre dans les zones où nous les encerclons ? Je les tue ? Comment je fais pour qu'ils se rendent ? Je serais heureux de ne pas tuer tout le monde et de voir les soldats agiter le drapeau blanc si je peux y arriver. » Colonel. Alors, pardon pour cette comparaison qui est quand même un peu éculée, mais dans tout ce discours, moi, ça me fait penser au Premier ministre Chamberlain, après Munich, disant bon, monsieur Hitler, finalement, est pas un mauvais bougre. Je le crois sincère, ses revendications sont plutôt légitimes et il m'a assuré que de toute façon, ça lui suffisait et qu'après les Sudètes, il s'arrêterait là. Et moi je le crois, etc. Bon, on est exactement sur le même discours, reprenant d'ailleurs éventuellement les mensonges invétérés du narratif russe. Et ça aussi c'est étonnant. Je veux dire, on est quand même sur des gens qui sont censés être bien informés. Mais non, en fait non, ils s'en foutent. Tous les vrais rapports qui peuvent venir de leur service. C'est pas qu'ils soient mal informés, Michel, c'est qu'ils y croient. Ils pourraient être bien informés, mais ils ne veulent pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une opinion différente, et leur opinion, c'est celle des Russes, se rapproche de celle des Russes. Ça arrange plutôt leur vision du monde. Je pense que les Américains, ils ont effectivement cet objectif, et la fin justifiant les moyens, ils ne veulent pas voir une partie de la réalité, comme le dit Michel Goya très justement. C'est intéressant cette comparaison avec Munich et Chamberlain, le Britannique, en fait, qui était ravi de voir Hitler qui allait contrebalancer la puissance française, et les Britanniques, fidèles à eux-mêmes, se disaient, quand ils se battent entre eux sur le continent, ils nous laissent la suprématie sur les mers et dans le business, et c'est ça qui compte. Et contrairement à un Daladier qui, lui, était obligé de lâcher parce qu'il savait que l'armée française n'était pas prête, chez Chamberlain, c'était un calcul. Donc, il y a ce même calcul chez les Américains, qui est cette idée qu'il faut arriver à la paix, et que l'Ukraine, pour cela, n'est qu'une sorte de variable d'ajustement, et malheureusement, ne compte pas beaucoup dans leurs priorités. Est-ce que vous entendez le discours pacifiste ? Est-ce qu'il y a une part pour vous de vrai ? On va entendre tout au long de la soirée, ça rythme, pour ainsi dire, l'argumentaire américain. Malgré tout, la paix, c'est bien. C'est-à-dire, oui, il y a des sacrifices, oui, il y a des compromis, mais au fond, il vaut mieux un monde où la Russie et les États-Unis s'entendent bien. En gros, c'est quand même un monde plus sûr. Qu'est-ce que vous répondez à cette espèce d'argument pacifiste ? Mais alors, moi j'ai une question. Il se fédère autour de certains projets. Oui, tout à fait. Autour de certains projets. Witkov en parle. On va faire des choses sur l'intelligence artificielle. On va faire des choses dans le commerce, sur les minerais, etc. Ils sont aussi fédérés par une inimitié, voire une adversité. Et en l'occurrence, l'objet de cette inimitié, c'est nous. C'est l'Europe. Donc quel est le projet russo-américain pour, ou plutôt
contre l'Europe, parce que c'est ça qui les fédère. S'il y a une détestation, il y a une europhobie partagée entre ces deux capitales à l'heure actuelle. Mais oui, pas tout à fait répondu. J'aimerais votre avis à tous là-dessus. Rappelez-vous, il y a eu des illusions comme ça, y compris au sortir de la guerre, quand Staline et Roosevelt s'entendaient bien. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, au fond, tant mieux, tant mieux. On oubliait les Polonais, les Tchèques, les Tchécoslovaques, les Roumains, les Hongrois, etc. Personne n'y pensait ou ne voulait plus y penser, mais il y avait quand même ce sentiment, c'est bien, c'est quand même mieux. Quoi, on est dans une séquence où les responsables américains ont tiré les enseignements de ce que Hubert Védrine appelait le messianisme démocratique, c'est-à-dire la volonté occidentale, et en particulier américaine, d'amener l'ordre juste, en tout cas celui qui avait dans les yeux de ce qu'on appelait les néoconservateurs, et en Irak, en Afghanistan, et tout ça a été une catastrophe à chaque fois. Et donc, il y a un retour à une forme d'isolationnisme consistant à dire ce qu'il faut, c'est vivre en paix, c'est ça le principal, et pour le reste, n'essayons pas d'imposer notre modèle. Alors, c'est assez paradoxal parce que, en même temps, il y a une idéologie très forte chez Trump. Il y en a une autre qui est peut-être d'ailleurs en partie la même chez Poutine, mais tout ça s'accompagne d'un pacifisme qui est peut-être pas réel, mais qui résonne dans de nombreux pays du monde. Parce que c'est une façon de rompre avec cet ordre qu'on a appelé néocolonial. Et souvenez-vous, comme Poutine a thésaurisé là-dessus depuis le début de la guerre, en tenant ce discours, en disant « mais nous, finalement, nous sommes contre les Occidentaux qui, comme d'habitude, veulent nous envahir, veulent nous coloniser, et nous sommes les défenseurs des peuples pour leur droit à disposer d'eux-mêmes ». C'est évidemment surréaliste quand on sait ce qui est arrivé à l'Ukraine, mais je pense que ça a un certain écho dans ce qu'on appelle, sans doute abusivement, le Sud global. Oui, mais alors il y a peut-être un problème parce qu'il est de bon ton dans nos sociétés occidentales de respecter bien sûr la valeur de la vie humaine et donc de n'envoyer personne se battre. Mais on a en face de nous un homme qui, lui, est prêt à payer le prix du sang et à le faire payer à part son peuple. C'est Vladimir Poutine. Donc là, il y a un déséquilibre puisque on a celui qui est prêt à payer le prix du sang et puis on a nous qui sommes prêts à que cette guerre continue. C'est ce que disent nos dirigeants, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que disent d'autres, mais nous n'envoyons personne. Donc il y a un gros paradoxe. Oui, c'est ça. La détente, pour reprendre une expression de la guerre froide, pourquoi pas, dire cette idée que voilà, on va peut-être s'entendre, au moins avoir des relations pour limiter les escalades possibles, limiter les armements, etc. Pourquoi pas, oui, effectivement, ça réduit les risques de conflagration mondiale, très bien. Au passage, la détente, en fait, c'était quand même malgré tout un leurre, c'est-à-dire que derrière, il y avait toujours le projet de l'Union soviétique, et dès que les Américains se sont retrouvés en position de faiblesse, les soviétiques ont poussé tout de suite leur avantage dans les années 70. Et on est revenu à quelque chose de beaucoup plus dur. Mais s'il s'agit de ça, bon, je dirais, pourquoi pas maintenant, je ne suis pas trop certain que ce soit véritablement la volonté de Vladimir Poutine. Oui, mais c'est intéressant ces hésitations de Michel, parce que je pense qu'il y a une partie des opinions publiques, y compris en France sans doute, qui disent « mais et si on essayait ?» Et si après tout, c'est dommage pour les Ukrainiens qui vont perdre des territoires, mais si c'est le prix à payer pour un retour de la paix, ça peut être une bonne chose. Et je pense que ces idées pacifistes, entre guillemets, ça paraît un peu ridicule de dire pacifiste face à Poutine, mais que cette idée-là, elle est présente. Vous le voyez bien dans les discours de Marine Le Pen. Et moi, je ne pense pas que ce soit juste le fait qu'elle soit inféodée à Moscou ou que Poutine lui ait prêté de l'argent. Non, c'est parce que cette idée-là, elle résonne dans une partie de l'opinion, consistant à dire mais c'est trop bête qu'on soit en guerre, essayons d'arrêter ça. Rappelez-vous, dans les années 30, la puissance de l'idée pacifiste chez des gens qui sont restés ensuite pacifistes et collaborationnistes, comme Laval. Laval a été à peu près à tout, et en tout cas toujours pacifiste. Ça a été la continuité. Il y a eu aussi d'ailleurs des pacifistes qui, dans le feu de l'action, sont devenus très courageux face aux nazis. Il y a eu tous les cas de figure, mais enfin, le pacifisme dans les années 30, ça a été une idée majeure. C'était issu du traumatisme de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un refoulement, en particulier dans les démocraties. À partir du moment où... tout sauf la guerre. Tout est mieux que la guerre. Tout est mieux que la guerre, oui. Effectivement, on est capable de lâcher tous les alliés, s'il le faut, mais tout sauf la guerre, effectivement. Et au bout du compte, ça aboutit à une... Oui, mais alors, à une autre guerre. Non, mais alors, pardon. Parce que les règles du jeu ne sont pas respectées. À la limite, on parle de cette période. On est au début des années 30.
alors qu'on a à peu près normalisé nos rapports avec l'Allemagne, qui est un régime démocratique. C'est le pacte Briand-Kellogg, c'est la guerre hors la loi. Vous avez Norman Angell qui avait écrit La Grande Illusion, disant que la guerre était impossible avant la Première Guerre mondiale, qui écrit à nouveau en disant cette fois c'est sûr, la guerre est vraiment impossible. Et là, on est 10 ans avant que la France soit occupée par les Allemands. Mais on y croit et c'est possible. Et puis, il y a un basculement des règles du jeu avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'avènement du nazisme, qui, lui, ne respecte pas du tout ces jeux et qui n'est pas du tout dans une optique pacifiste, mais une optique à la fois impérialiste et revancharde.